2008 à la demande du ministère de la Recherche et de la Santé pour favoriser en fait la recherche en santé mentale et des structures d'accueil de soins tertiaires avec une activité expertale pour pouvoir améliorer notamment le diagnostic de ces pathologies. Donc en fait, on a 4 missions, nous, au sein des centres experts. La première mission, c'est évidemment les soins, c'est-à-dire que nous recevons des patients adressés par des collègues, soit médecins généralistes, soit psychiatres. En fait, nous ne substituons pas du tout au suivi par les psychiatres traitants, mais nous sommes là pour donner vraiment un avis expertal grâce aux évaluations que nous allons vous présenter. La deuxième mission, ça va être évidemment la recherche en psychiatrie. On sait que malheureusement la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la recherche en santé. Et donc le fait de développer le réseau de soins des centres experts, vous verrez qu'il y a des centres experts un peu partout en France, nous permet également de récupérer un certain nombre de données concernant nos patients et de pouvoir pooler ces données et pouvoir faire de la recherche en santé mentale. Une troisième mission, ça va être de former, la formation de des différents acteurs de santé mentale. Donc, moi, je vous parlerai de ce que nous faisons au sein des centres experts troubles bipolaires. Je vous parlerai de psychoéducation. Nous essayons de former donc, nos collègues. Moi, j'interviens également pas mal en formation médicale, enfin, ce qu'on appelait la formation médicale continue, au sein de collègues psychiatres. Et également informer et communiquer. Donc, c'est vraiment une idée que la psychiatrie est souvent mal représentée au niveau des médias et qu'il faut aussi donner une information médicale claire, et ça on considère que c'est du ressort des professionnels de santé mentale, parce qu'on ne peut pas critiquer les médias en disant ils disent n'importe quoi si nous on ne va pas non plus témoigner dans la presse. Donc là, je vous ai mis une petite carte pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Bon, moi, je travaille donc dans le centre expert troubles bipolaires à Montpellier, mais en fait, je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec un réseau des centres experts. Donc, il y a 11 centres experts troubles bipolaires. Vous les voyez, c'est des petits points rouges. Il y a 8 centres experts pour la schizophrénie. Vous voyez les petits points bleus. Il y a également un réseau pour le syndrome d'Asperger, pour les syndromes autistiques. Et moi, nous sommes en train de développer un nouveau réseau. Donc, c'est le réseau pour la dépression résistante. Et vous voyez les étoiles, ce sont les laboratoires de recherche. Parce que, comme je vous disais, dans le centre expert, on va recevoir des patients, les évaluer, faire des propositions thérapeutiques, médicaments, psychothérapie, mais également on va utiliser toutes ces données pour faire de la recherche. Donc de la recherche pour savoir effectivement quels sont les mécanismes physiopathologiques des maladies, troubles bipolaires, schizophrénie, de la recherche en imagerie cérébrale, de la recherche en génétique, de la recherche en immuno-inflammation. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de pôles différents. Alors, puisque le thème de la journée est aussi sur les diagnostics, vraiment les centres experts ont une vocation au dépistage des maladies, le dépistage précoce. Et je vous montrerai après sur quelques diapos pourquoi est-ce que c'est important d'insister sur ce dépistage précoce des maladies, troubles bipolaires et schizophrénie, c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc, cela permet, le centre expert, en fait, de développer des passerelles pour faciliter, en fait, les liens entre les différents professionnels de santé qui s'occupent des patients.
le médecin généraliste, le psychiatre traitant, nous-mêmes, les psychiatres hospitaliers, le secteur. Donc c'est vraiment une idée de travailler en région. Nous sommes des centres de dépistage, donc dépistage avec des contrôles. Donc on va évaluer la psychiatrie, le côté donc diagnostic psychiatrie, mais également on va aller faire des évaluations somatiques, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a une maladie mentale, malheureusement, également on perd des années de vie. C'est-à-dire que l'espérance de vie de la population générale augmente, mais pas celle de nos patients, pas celle de nos apparentés qui sont atteints donc d'une maladie psychiatrique. On va également évaluer le côté cognitif, donc ça va être vraiment le côté mémoire, attention, méditation psychosociale. On ne peut pas ne pas parler de troubles cognitifs. On va également faire une évaluation sociale. Donc en fait, l'idée, c'est le réseau de soins. Le réseau de soins, travailler en partenariat et également se rapprocher des associations de patients, des associations également de familles de patients comme l'UNAFAM. Donc l'idée est de créer, comme c'est noté ici, des structures régionales non sectorisées. Vous savez que la notion de secteur en psychiatrie, c'est quelque chose évidemment qui est omniprésent. Donc, nous sommes des structures non sectorisées, donc nous accueillons des patients venant de partout, ambulatoires, donc les patients viennent de la journée et repartent le soir, pluridisciplinaires, puisqu'il y a des médecins, des infirmiers, des neuropsychologues, des assistantes sociales qui interviennent, et spécialisés par pathologie. Schizophrénie, troubles bipolaires, autisme et dépression résistante maintenant. Alors, comme je vous disais, pourquoi est-ce que ça a été créé, les centres experts? Les centres experts ont été créés, en fait, à partir d'un constat. Ce constat, c'est qu'il y avait un retard au diagnostic. C'est peut-être ma diapo d'après. Je vous en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie de la conférence. Donc il y a un retard au diagnostic, je vous en parlerai en général pour les troubles bipolaires. Moi je peux vous parler des troubles bipolaires parce que c'est ma spécialité. On considère qu'il y a entre 5 et 10 ans de retard diagnostique. C'est-à-dire que moi, les patients que je vois en centre expert bipolaire, quand on essaie de refaire l'histoire des troubles, entre le moment où ils font un premier épisode de dépression ou d'excitation, on en parlera, et le moment où le diagnostic est posé, c'est-à-dire où ils vont avoir un traitement adéquat, on a entre 5 et 10 ans d'évolution. Donc on voit qu'il y a entre 5 et 10 ans de période de maladie qui ne va pas être traitée, qui ne va pas être prise en charge correctement. Et ça c'est très important, parce que le trouble bipolaire, notamment, c'est une maladie à début précoce, qui touche les patients quand ils sont jeunes adultes, adolescents. Et c'est quand même la période où on va faire ses études, passer des examens, s'orienter de façon professionnelle, donc faire sa vie professionnelle, faire sa vie familiale, faire sa vie amicale. Donc on voit que c'est une période charnière à laquelle apparaît la maladie, et que si le diagnostic prend du retard, c'est-à-dire que le patient n'est pas stabilisé, qu'il ne peut pas mener sa vie comme il le souhaite, et ça c'est très péjoratif pour l'évolution de la maladie. Et ces facteurs d'exclusion, bien évidemment. Après, comme je vous disais, on vous expliquera un peu plus en détail le bilan qu'on fait. Le bilan est complet et exhaustif. Donc nous, on n'est pas du tout en compétition avec les psychiatres traitants, avec les psychiatres de secteur et les équipes de secteur. On a des moyens, on peut accueillir le patient toute la journée, faire intervenir une infirmière, faire appel à des cardiologues s'il nous semble qu'il y a des anomalies cardiologiques, passer 2-3 heures avec le patient pour refaire l'histoire, faire intervenir un neuropsychologue. Donc vraiment, ce sont des moyens qui sont difficiles à mobiliser, bien évidemment, en pratique courante. Un psychiatre ne peut pas, de façon comme ça quotidienne, évaluer de bout en bout un patient.
Après, l'autre constat, c'est qu'il y a un faible niveau d'adéquation entre ce qui est recommandé, vous savez, en psychiatrie comme en médecine et comme dans toutes les professions, il y a des bonnes pratiques, des recommandations de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire devant tel cas. Mais on voit qu'il y a un faible niveau d'adéquation entre ce qui nous est recommandé et ce qui est fait en réalité. Donc les centres experts, c'est aussi fait pour ça, pour essayer de remettre en adéquation en fait, la pratique clinique avec la théorie. Parce qu'évidemment, ce que nous disent les recommandations théoriques, des fois, sont difficiles à appliquer. Et puis évidemment, ça c'est vraiment un reproche qu'on nous fait régulièrement, c'est le manque de coordination entre les différents acteurs de soins. Et notamment, moi je le vois, les médecins traitants nous reprochent souvent, à nous psychiatres, de ne pas suffisamment communiquer avec eux, alors que ce sont eux qui sont au contact, qui sont vraiment le premier accès du patient. Et donc ce sont vraiment eux qui sont demandeurs aussi d'avoir des liens plus forts, parce qu'ils peuvent souvent être désarmés. Donc c'est vrai que nous, on se fait l'obligation de communiquer avec eux, de leur envoyer nos bilans, nos recommandations et de se tenir aussi disponibles dans la mesure du possible. Donc voilà, le constat, les objectifs, je vous ai déjà parlé de ça, donc améliorer les soins, les liens, développer une stratégie de partage d'expertise et aider à la coordination du projet autour du malade. Le fait d'évaluer de façon complète le malade permet également de faire des propositions de soins très spécifiques, les plus précises possibles pour ce malade. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas un trouble bipolaire, mais des troubles bipolaires. Que le trouble bipolaire, moi je parle beaucoup de troubles bipolaires parce que c'est mon domaine, mais ce sont vraiment des patients avec des profils totalement hétérogènes. Et c'est vrai qu'en fonction de certaines spécificités du patient, il va falloir un peu adapter les recommandations. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. Juste pour vous dire aussi que si on a un réseau national, notre but aussi, c'est de développer un réseau européen. Un réseau européen pour, pareil, améliorer la coordination, favoriser la recherche. L'idée étant de se dire que ça ne sert à rien de travailler chacun dans son coin, il faut travailler en réseau, il faut mettre en commun nos compétences pour pouvoir améliorer les soins, la recherche. Donc comme je vous ai dit, cette petite diapo est là pour résumer en fait ce que font les centres experts bipolaires et schizophrénie. Donc c'est vraiment au cœur, ça va être le soin quand même, ça va être vraiment accueillir les patients, faire une évaluation psychiatrique, somatique, sociale et cognitive, ce qui permet de renvoyer aux généralistes, aux psychiatres, parce que nous, on va donner un avis diagnostique et des propositions thérapeutiques. Moi, les demandes sont généralement des demandes concernant le diagnostic. On suspecte un trouble bipolaire, on n'est pas sûr, on aimerait avoir votre avis, et des problèmes thérapeutiques. Le diagnostic a priori est posé, mais on n'arrive pas à stabiliser ce patient. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour le côté soin. Et évidemment, je vous ai parlé également de la plateforme de recherche clinique avec le suivi de cohorte. La cohorte signifiant que les patients que l'on voit à un moment T au centre expert, on va les reconvoquer tous les 6 mois. Comme ça, ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois, est-ce qu'il y a eu une rechute, s'il y a eu une rechute, qu'est-ce qui s'est passé, arrêt de traitement ou alors événement de vie stressant, ce qui nous permet de faire de la recherche sur les mécanismes, qu'est-ce qui se passe dans ces pathologies mentales complexes, multifactorielles, mettre en évidence des biomarqueurs. C'est quoi les biomarqueurs? C'est simplement le fait que malheureusement en psychiatrie, contrairement aux autres disciplines médicales, on ne dispose pas encore d'examens complémentaires pour faire le diagnostic. On n'a pas d'imagerie cérébrale où on pourrait dire tiens, ce patient est bipolaire, ce patient a risque de développer une bipolarité.
On n'a pas encore de bilan sanguin qui nous permettrait de faire nos diagnostics. Mais c'est vraiment une idée de se dire il faut essayer de rechercher des biomarqueurs. Donc il y a beaucoup d'imagerie, beaucoup de génétique qui sont faites. Après, on fait évidemment des projets de recherche d'épidémiologie, médico-économique, l'économie de la santé, c'est très important, et des innovations thérapeutiques. Ceci est une redite, je vous ai déjà expliqué. Donc le projet de soins personnalisés, on fait un compte rendu détaillé, comme on le voit, au psychiatre, au médecin généraliste. Et nous, à Montpellier, ce qui se fait dans le réseau, et comme le bipolaire, on a décidé aussi d'envoyer le compte rendu détaillé au patient, considérant que le patient est vraiment au centre de sa prise en charge et l'acteur principal de sa santé. Et donc, du coup, il a à disposition le même bilan que le psychiatre ou le médecin généraliste. Il a la même version. Avec un projet de soins personnalisés, des propositions de prise en charge et l'emploi du compte rendu, comme je vous l'ai dit, aux différents acteurs de soins. Donc, juste, on a marqué le syndrome métabolique. En fait, le syndrome métabolique, pour nos patients, je vous ai expliqué que nos patients, malheureusement, avaient un excès de mortalité, et c'est souvent une mortalité cardiovasculaire. Pourquoi? Parce qu'on a plus de surpoids, plus de problèmes de cholestérol, de triglycérides, de diabète, et tout ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et c'est vrai que moi, en tant que psychiatre, j'ai des difficultés parce que je ne sais pas trop, j'ai oublié comment est-ce qu'on faisait pour prescrire un antihypertenseur, comment on suivait un diabète. Et donc ça va être très important de pouvoir communiquer avec le médecin traitant parce que c'est le médecin traitant qui va s'occuper de tout ça. Voilà. Donc là, je vous dis également, comme je vous l'ai expliqué, les différentes pathologies, les différents axes de recherche qui sont autour de ces pathologies. Donc on voit que c'est très large, que c'est autant de l'imagerie cérébrale, de l'égénétique, de l'immunologie, des biobanques. La biobanque, c'est faire des prélèvements sanguins aux patients et on va les conserver. C'est ça, c'est faire une banque biologique. De la recherche clinique, de la pharmacologie, de la biochimie, de la neurobiologie, de la physiologie, enfin voilà. Et avec les différents laboratoires de recherche avec lesquels nous travaillons. Comme je vous l'ai dit, on va former également le personnel. On va également former le personnel. Donc, on sait que, par exemple, certaines techniques sont recommandées dans la prise en charge des patients, notamment la psychoéducation dans le trouble bipolaire. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'offres, c'est-à-dire il y a très peu d'endroits où on peut faire de la psychoéducation. Pourquoi? Parce que le personnel n'est pas formé. Donc, on va aussi s'attacher à former nos collègues, de former nos collègues médecins, nos collègues infirmières, nos collègues psychologues à certaines techniques. Voilà, et enfin, il faut vraiment informer, communiquer, qu'on ait une certaine représentativité au niveau des médias pour expliquer que les maladies mentales sont des maladies comme les autres, qu'il faut vraiment changer le regard du grand public, et ça se passe par des grands événements comme aujourd'hui, par des communications scientifiques dans les congrès, les émissions de radio, les articles de presse. Voilà. Donc, cette première partie a été introductive quant aux généralités sur les centres experts. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous parler plus spécifiquement de ce qui se fait dans les centres experts schizophrénie. Et je reprendrai la parole pour vous parler de troubles bipolaires. Et après, nous avons prévu donc 10 minutes, un quart d'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les questions. Merci. Donc, du coup, je vais reprendre et je vais vous parler maintenant plus spécifiquement du centre expert schizophrénie.
Donc en fait, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc je travaille avec le psychiatre, le docteur Capdevielle et le docteur Chagrin, et l'assistante sociale Capel. Donc c'est un service universitaire de psychiatrie adulte, et donc c'est un centre de ressources diagnostiques et thérapeutiques. Donc la schizophrénie, c'est la 5e cause de handicap. Elle a une prévalence d'environ 1%. Elle est définie comme en fait un trouble neurodéveloppemental avec des facteurs de risque qui sont environnementaux et génétiques. La schizophrénie se définit en termes de symptômes positifs, de symptômes négatifs, de troubles neurocognitifs et d'une dysrégulation affective. Donc, par rapport à l'évaluation du centre expert, donc dans un premier temps, il y a une première consultation où là, en fait, c'est un prescreening. Donc, les demandes au centre expert sont faites soit par un médecin traitant, soit par un autre psychiatre, soit à la demande de la famille qui a un doute au niveau du diagnostic, donc on nous l'adresse. Le docteur Capdevielle le voit en premier abord pour savoir si oui ou non ça va être une indication pour le centre expert. Ensuite, elle nous l'adresse. Là, l'évaluation, elle est complète et elle se fait sur 2 jours. On a une évaluation qui va être médicale et biologique et une évaluation d'ordre cognitif. Donc, si le patient a bien le diagnostic de schizophrénie, on le voit 1 an après, où l'évaluation dure sur 1 jour. On voit également le patient 3 ans après la première évaluation et 5 ans après. Donc, c'est un suivi qui est longitudinal. Alors, sur cette diapo, c'est vraiment l'évaluation qu'on propose. Donc, la visite de prescreening qui a lieu en amont, où on va recueillir en fait les informations et voir si le patient peut nous être adressé pour l'évaluation initiale. L'évaluation initiale, donc, il va être vu à la fois par une infirmière pour faire un bilan sanguin, où on va rechercher différentes informations. On a l'évaluation clinique, donc c'est vraiment pour refaire l'historique de la maladie, reprendre en compte en fait comment ça a pu se développer, et il y a différentes échelles qui vont être passées. Ensuite, on a également une évaluation cognitive pour évaluer en fait le fonctionnement intellectuel du patient. Là, les visites par la suite, donc ça reprend en fait une évaluation clinique, cognitive et plutôt générale aussi. Donc je vais vous parler plus spécifiquement en fait de l'évaluation cognitive qui se fait donc sur 2 jours et sur 2 demi-journées. Chaque demi-journée dure à peu près entre 1h30 et 2 heures d'évaluation avec le patient. Donc on a une évaluation en fait standardisée de base où on fait passer les mêmes échelles et si nécessaire on va faire des évaluations en plus. Ensuite ces données-là elles vont être mises en commun en fait avec l'évaluation clinique pour justement approfondir un peu plus le diagnostic. Alors donc le but en fait c'est de savoir si certaines fonctions cognitives vont être préservées ou altérées. Donc il y a différentes fonctions cognitives qui vont être évaluées. Donc on a une efficience globale, il y a le langage, la perception, les fonctions mnésiques, les fonctions exécutives, donc qui correspondent aux fonctions de planification, d'inhibition, de flexibilité, et les fonctions intentionnelles. Là je vous ai mis du coup un descriptif en fait des tests qu'on utilise. Donc on va tout d'abord en fait évaluer la latéralité. Ensuite on évalue en fait le QI prémorbide, donc c'est le QI qu'on aurait eu avant la maladie. Et ensuite on a également le QI actuel, où il y a différentes en fait fonctions qui sont évaluées. Donc on a des tâches qui vont être verbales et des tâches non verbales. Ensuite, pour évaluer la flexibilité mentale, en fait, c'est notre capacité qu'on a de passer d'une information à l'autre
ça va être en fait par le tray making test. Où en fait le patient va devoir relier dans une première partie les chiffres entre eux le plus rapidement possible, et dans ce cas-là en fait il faut donc lier, on commence par le chiffre, après il faut faire une lettre, un chiffre, une lettre, dans l'ordre chronologique. On va évaluer les fluences verbales qui nous permettent également d'évaluer la flexibilité cognitive, mais également notre capacité d'initiation verbale. Donc par exemple, en fait, on va prendre la lettre P et on va demander au patient de nous donner le plus de mots possible, commençant par la lettre P. Juste après, on refait la même chose avec les animaux en lui demandant de nous donner le plus de noms d'animaux. Ensuite, c'est le test des 6 éléments qui nous permet en fait d'évaluer les capacités de planification. Et les tests d'attention, c'est des tests en fait informatisés où on va évaluer les tests d'attention soutenue, d'attention divisée, de flexibilité et d'inhibition. Pour évaluer la mémoire visuelle, on utilise le test des portes. Donc, on va montrer une série de 12 portes au patient et il va devoir ensuite reconnaître laquelle des portes il aurait vu parmi les 4 qu'on proposera. On a également un test de mémoire épisodique donc pour évaluer la mémoire à long terme, où là on demande en fait au patient, on va lui dire une liste de courses et il va devoir nous la répéter après. Et on va faire ça en fait sur 5 essais. Ensuite on introduit une nouvelle liste de courses, on lui demande de nous la rappeler, puis on revient sur la précédente. Au bout de 20 minutes, on lui demande également un rappel et une reconnaissance. Donc l'intérêt en fait de ce bilan cognitif, c'est une aide au diagnostic. Donc on a un compte rendu en fait qui va être détaillé au niveau des fonctions cognitives, donc celles qui vont être préservées, celles qui sont altérées. Et on propose également des prises en charge thérapeutiques non médicamenteuses. Donc c'est pareil, en fait, le bilan qui va être fait est également remis en fait au patient. Donc dans la pratique, comment ça se passe en fait, c'est qu'il y a un courrier qui va être adressé au docteur Capdevielle. Et le docteur Capdevielle va recevoir en fait le patient et voir si c'est nécessaire ou pas de nous l'adresser pour une évaluation diagnostique. Donc ensuite, après l'évaluation de screening, on va donc avoir une évaluation sur 2 jours. Et suite à l'évaluation, donc il y a une rédaction de compte rendu, on reçoit les patients et ou la famille si le patient le souhaite. On refait une restitution en fait des résultats détaillés et on redonne également un compte rendu. Donc actuellement, en fait, depuis la création du centre expert, on a vu 61 patients en prescreening. Et sur ces 61 patients, 55 ont été évalués sur une évaluation de 2 jours. Donc c'est comme je vous ai dit, en fait, on a également un compte rendu qui est bien complet. Donc ça peut être à visée diagnostique, mais on peut également nous l'adresser juste pour en fait une réévaluation de la maladie ou pour pouvoir proposer une prise en charge. D'un point de vue non médicamenteux, en fait, les prises en charge qu'on propose, donc c'est des groupes de thérapie cognitivo-comportementale où l'objectif est de travailler en fait sur les symptômes positifs et les biais cognitifs. Les biais cognitifs, en fait, c'est les croyances erronées qu'on va mettre en place et qui sont dysfonctionnelles. Donc, par exemple, ça peut être en fait le cas de la généralisation. Si en fait il se passe quelque chose à un moment donné, on va tout le temps l'associer à la même chose. Ou si on peut avoir la personnalisation, donc si j'essaie de trouver un exemple un peu plus concret en fait.
La personnalisation, par exemple, il peut se passer un événement qui va être dû à un événement extérieur, donc pas à soi, et le patient va automatiquement se l'attribuer. Donc si quelque chose se passe mal, c'est automatiquement de ma faute. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de retravailler sur ces biais cognitifs pour casser en fait cette croyance erronée et de pouvoir mettre en place une croyance beaucoup plus fonctionnelle. Donc il y a un premier groupe, c'est le Michael Scale. Ça permet en fait vraiment de travailler sur ces biais cognitifs au niveau des délires, des hallucinations, où on apprend en fait au patient à interpréter différemment les idées qu'il va avoir. On a un groupe en fait de métacognition. Donc ça rejoint à peu près pareil, c'est vraiment le but aussi de travailler toutes ces idées erronées qu'on peut avoir, que le patient peut avoir. Un groupe de remédiation cognitive pour travailler sur les fonctions cognitives qui vont être altérées, mettre en place des stratégies beaucoup plus adaptées. Un groupe d'habileté conversationnelle, donc plus pour travailler tout ce qui va être affirmation de soi. Et enfin, on peut faire de la remédiation cognitive en individuel également. Il y a également en fait un groupe proposé pour les familles. Donc ça va être pro-famille. Donc là, le but c'est vraiment aussi, c'est un groupe dédié vraiment aux familles pour qu'elles puissent en fait parler de leurs ressentis, déculpabiliser également la famille, pour que chacun puisse partager son ressenti, mais également peut-être donner des conseils aux autres. C'est vraiment plus un groupe d'entraide. Voilà, je vous remercie. Donc je reprends la parole maintenant pour la dernière partie de cette intervention. Donc moi je vais vous parler de troubles bipolaires après qu'on ait évoqué la schizophrénie. Alors, juste j'avais fait cette petite diapo, donc parce que quand on avait fait cette présentation une première fois, c'était vraiment, il y avait vraiment que des patients et des familles. Et c'est vrai que il m'avait semblé important de repréciser que le trouble bipolaire, c'est vraiment une maladie. C'est-à-dire que souvent, on va nous faire le reproche, nous, aux psychiatres qui sont en plus s'occupant essentiellement de troubles bipolaires, vous voyez des troubles bipolaires partout, vous surdiagnostiquez, etc. Tout le monde est bipolaire. Non, c'est pas que tout le monde est bipolaire. Tout le monde a des fluctuations de l'humeur. Et heureusement que notre humeur n'est pas plate, c'est pas une autoroute. Heureusement qu'on est quand même réactif et qu'on a des mécanismes d'adaptation. C'est-à-dire que quand j'ai un événement positif dans ma vie, normalement je dois avoir une humeur plutôt joyeuse, être plutôt contente. Un événement plus désagréable, être peut-être plus irritable, plus triste. Donc ça, notre humeur est influencée bien évidemment par des événements extérieurs. Notre humeur peut être aussi influencée par des phénomènes plutôt intérieurs, biologiques. Ce qui est bien connu, c'est des mouvements hormonaux, notamment chez les femmes, dans des périodes de bouleversement hormonal, comme la grossesse, l'accouchement, avant les règles, etc. Donc bien évidemment que notre humeur varie. Ça, c'est la normalité. Chez certaines personnes, cette humeur, ces variations vont revêtir un caractère pathologique. Et le côté pathologique, comment est-ce qu'on le met en évidence? Ça va être vraiment sur l'intensité de la variation. C'est-à-dire que quand on a un événement positif, il est normal d'être content, un peu euphorique, voilà. Mais quand ça prend vraiment des proportions très importantes, là on voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand ça va durer dans le temps, c'est-à-dire comme je vous disais, quand on a un événement triste, une contrariété, on peut être un peu abattu. Mais normalement, au bout de quelques jours, on peut se saisir de mécanismes d'adaptation pour aller mieux. Et quand ça va durer, là aussi c'est un caractère pathologique. Et enfin, ça va être la notion de retentissement.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où je suis pas bien, triste, j'ai pas envie d'aller travailler, vraiment tout est difficile, mais j'arrive à me mobiliser. Et bien quand on fait une dépression, on est tellement mal qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus se lever, on ne peut plus s'occuper de ses enfants, on ne peut plus travailler. Donc vraiment, le côté du trouble bipolaire sont des fluctuations qui sont excessivement intenses, qui durent et qui vont avoir un retentissement et qui sont aussi en rupture avec le fonctionnement habituel du patient. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance un peu à ce qu'on pourrait qualifier la versatilité, la cyclothymie, voilà. Mais c'est leur tempérament. Quand on va interroger aussi leur famille, ils vont dire mais non, mais il a toujours, ou elle a toujours été comme ça. Tandis que dans les troubles bipolaires, les gens vont bien faire la différence entre non, là il y a quelque chose qui est anormal qui se joue. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rôle des familles est indispensable. Parce qu'un des symptômes aussi, notamment dans ce qu'on appelle dans les troubles bipolaires la manie, ça peut être le défaut de conscience des troubles. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Et donc quand on va interroger le patient, on va dire non, moi ça m'est jamais arrivé, non, je ne vois pas. Et souvent, ça va être la famille qui va nous faire le diagnostic. Donc ça va être très important d'avoir également le contact avec la famille. Donc c'est ce que je vous disais, le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. C'est mon humeur qui est malade, avec des hauts. Donc les hauts, c'est ce qu'on appelle la manie ou l'hypomanie. Et les bas, c'est ce qu'on appelle la dépression. D'où l'ancienne appellation qui était maladie maniaco-dépressive, qui est maintenant appelée les troubles bipolaires. Dans l'idée qu'il y a le pôle positif, le pôle négatif. Il y a vraiment ces deux côtés-là. Donc juste, j'ai fait un petit rappel pour vous parler. On parle souvent des troubles bipolaires de type 1, de type 2. Voilà, donc très rapidement, quand on a un trouble bipolaire de type 1, on fait des dépressions, mais surtout des phases aussi d'excitation très courtes. C'est ce qu'on appelle les manies. Et quand on a un trouble bipolaire de type 2, on fait des dépressions et des phases d'excitation un peu moins hautes. C'est ce qu'on appelle l'hypomanie. Et c'est d'ailleurs ces patients-là qui vont être les plus difficiles à détecter. Parce qu'une manie, c'est tellement bruyant que oui, tout le monde s'en aperçoit. Mais une hypomanie peut être... C'est toujours pathologique, hein, le fonctionnement est anormal. Mais ça n'empêche pas les patients de travailler. C'est souvent l'entourage qui fait le diagnostic. Alors juste un mot, c'est vrai que des fois, je rencontre des patients, des familles qui ont l'impression que cette gradation, c'est aussi une gradation de sévérité. C'est-à-dire, mon Dieu, je suis bipolaire de type 1, c'est plus grave que le type 2. Non, ça n'a rien à voir. Cette classification, elle est surtout utile aux psychiatres. Mais après, en pratique, cela ne signifie pas qu'on est plus malade quand on a un trouble bipolaire de type 1 ou de type 2. Alors, quelques chiffres. Donc, les troubles bipolaires, donc, ça va toucher 1 à 4% de la population. Donc, cette variabilité au niveau des chiffres, en fait, elle est essentiellement liée aux critères qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire que plus on utilise des critères évidemment larges, plus de malades sont concernés, bien évidemment. En fait, en pratique, quand on parlait de psychose maniaco-dépressive, on ne considérait que les patients qui étaient atteints de ce qu'on appelle les troubles bipolaires de type 1. Ici. Et là, on était dans des pourcentages plutôt entre 0,5 et 1%. Mais depuis qu'on diagnostique nos patients ici bipolaires de type 2, ça fait monter le nombre de patients. Et il existe également d'autres formes plus atténuées, ce qui fait que le chiffre augmente de 1 à 4%. Et là où je suis assez insistante, c'est que ce n'est pas une augmentation artificielle des chiffres. C'est que ces patients-là, souvent,
Comme l'hypomanie, elle peut être discrète, si on ne la recherche pas, on ne fait pas le diagnostic. Donc ces patients-là venaient gonfler les taux de dépressifs. Vous avez vu, il est dépressif, il a su faire de dépression toute sa vie. Sauf que c'est un trouble bipolaire de type 2 avec des hypomanies, et donc on n'a pas fait le diagnostic. Donc vous voyez que c'est pourquoi on peut avoir des chiffres un peu plus augmentés. Eh bien on est égaux, les femmes et les hommes, devant la bipolarité, on est les mêmes. La maladie ne fait pas de différence entre nous. Cette maladie commence plutôt chez l'adulte jeune, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, une période charnière. C'est très important de faire le diagnostic parce que c'est là où va se jouer quand même l'avenir professionnel, l'avenir familial, l'avenir amical, l'insertion, tout ce qui fait qu'on a une vie satisfaisante, tous ces critères-là. Je vous ai parlé du retard diagnostique. Le retard diagnostique, quand on va interroger des patients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a entre 5 et 10 ans d'évolution de la maladie. C'est-à-dire que la patiente va dire « Moi, j'ai fait ma première dépression à l'âge de 18 ans, et on m'a parlé de troubles bipolaires vers l'âge de 25 ans, vers l'âge de 30 ans. Moi, j'ai fait ma première manie à l'âge de 16 ans. Comme il y avait des éléments délirants, on m'a d'abord dit que j'étais schizophrène d'ailleurs. Alors ça, il faut savoir aussi qu'il y a une instabilité dans nos diagnostics. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés à savoir, nos patients bipolaires, quel était le premier diagnostic qu'ils avaient reçu. Mais dans la moitié des cas, ce n'était pas trouble bipolaire. C'était schizophrénie, dépression, alcoolisme, mais pas trouble bipolaire. Et là, on n'est pas brillants, les psychiatres. On n'est vraiment pas brillants parce que généralement, le patient, il a vu 3 psychiatres avant d'avoir son diagnostic. Donc il y en a 2 qui sont passés à côté, malheureusement. Et comme je vous disais, le diagnostic, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que ça met en jeu le pronostic. C'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui ont un trouble bipolaire, certes, mais qui sont traités correctement, qui ont pu s'insérer, mettre en place des éléments d'équilibre dans leur vie, un travail qui les satisfait, une vie familiale soutenante. Et bien, ça va vraiment tout changer par rapport à un patient qui, malheureusement, n'a pas pu aller au bout de ses études ou de ce qu'il avait envie de faire, dont la petite copine est partie à 22 ans parce qu'il a fait une manie, que sais-je. Donc vraiment, la notion de diagnostic, elle est fondamentale parce que ça va conditionner toute la suite, en fait. Donc là, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Cette étude, en fait, elle n'est plus en cours puisqu'elle a été publiée dans un journal scientifique cette année, je crois en 2014. C'était très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voyait que sur la cohorte des patients bipolaires, donc ça c'est du centre expert, ça a été fait sur les patients centre expert, les patients que nous voyons, en moyenne, ils avaient fait leur premier épisode vers l'âge de 25 ans, plus ou moins 10, c'est-à-dire que certains l'avaient fait à 15 ans, d'autres l'avaient fait à 35 ans. Le premier traitement de fond qu'ils avaient reçu, on le voyait à peu près à 28 ans. Donc on voyait déjà qu'entre le premier épisode de dépression ou d'excitation et le premier traitement de fond, on parlait même pas de traitement régulateur d'humeur. Le traitement régulateur d'humeur, vous voyez que c'est le dernier. Le traitement le plus adapté pour nos troubles bipolaires, c'est ce qui vient en dernier. Dans le premier traitement de fond, généralement c'est un antidépresseur d'ailleurs, il arrive ici. On voit que là, il y a les tentatives de suicide, les hospitalisations et le premier traitement adapté. Donc on voit bien que plus on va tarder à mettre en place un traitement régulateur d'humeur qui est le traitement ad hoc pour le trouble bipolaire, plus on va avoir une aggravation parce que les tentatives de suicide, les hospitalisations, tout ça ce sont nos facteurs qui nous montrent que le patient ne va pas bien. Bien évidemment, quand le patient est hospitalisé, qui fait des gestes suicidaires, c'est des marqueurs de mauvais pronostic, de mauvaise évolution. Donc vous voyez que ces études, presque 10 ans d'évolution, c'est pas possible.
Donc c'est pour ça que aussi les centres experts ont été créés pour essayer d'améliorer ça. Et donc ça, cette étude, c'est la suite de la première diapo. C'est très très intéressant parce que, comme je vous disais, nous, pour savoir si un patient va bien ou s'il ne va pas bien, on va étudier des marqueurs. Et ces marqueurs, ça va être les conduites suicidaires, ça va être le nombre d'hospitalisations, la durée de ces hospitalisations, les problèmes d'alcool, les problèmes de toxiques plus généraux, en particulier le cannabis, les problèmes anxieux. Eh bien, on voit que plus la durée non traitée est longue, plus nos patients ont fait des tentatives de suicide, ont été hospitalisés, ont eu recours à l'alcool, ont eu recours au cannabis. Donc c'est vraiment très 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 important. Pour parler un petit peu plus du fonctionnement du centre expert, tous les fonctionnements sont à peu près calqués, tous les centres experts ont le même type de processus d'évaluation. Moi, je vois le patient en consultation initiale, c'est-à-dire que des collègues, des confrères, psychiatres, généralistes, m'adressent des patients. Et là, je les reçois environ 1 heure, et déjà, au bout de 1 heure, on a le temps un petit peu de voir les choses. Et au bout d'1 heure, je me dis, il y a certains patients dont je sais a priori que ce n'est pas un trouble bipolaire. Donc là, déjà, je fais un courrier à mon collègue, on va écouter. Au terme de cette évaluation, de cette consultation, pour moi, il n'y a pas de trouble bipolaire, mais je reste évidemment à votre disposition si jamais il y avait des éléments nouveaux. Après, donc ça, c'est à peu près 10% des patients qu'on m'adresse. Je ne vais pas les reconvoquer parce qu'a priori, j'ai pu exclure le diagnostic. Puis, les autres, je les vois à l'évaluation. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et après, on les reconvoque tous les 6 mois, pendant environ 3 ans. Tout ça pour essayer de voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence entre les patients qui rechutent et ceux qui ne rechutent pas. Ça va vraiment être ça qui va être l'enjeu important. Alors, la consultation initiale, je vous ai dit, elle dure 1 heure. Elle va s'y adresser par psychiatre, médecin traitant. Les demandes essentielles, c'est un doute diagnostique. On suspecte un trouble bipolaire, mais on a des doutes. Des points de médicaments. Le diagnostic est posé, mais on n'arrive pas à stabiliser le patient. Des symptômes résiduels. Donc ça, c'est vraiment très très embêtant. C'est-à-dire que ce sont ces patients qui sont stables, mais qui disent « je suis tout le temps triste ». Enfin, je suis stable, mais je ne suis pas à un niveau de fonctionnement très satisfaisant pour moi. Donc je vous disais à peu près 10%, on sait que le diagnostic est récusé, 90% on va aller voir en évaluation. Et à peu près 1/3 de ces patients, on me dit bon, ce qui est urgent, c'est d'abord, les patients sont tellement mal, dans 1/3 des cas, qu'il faut d'abord les hospitaliser ou mettre en place des choses urgentes avant de faire une évaluation. Donc ça se passe sur 2 demi-journées, un hôpital de jour, au cours desquelles donc, on a d'abord l'infirmière qui va accueillir nos patients, qui fait le bilan de santé de base, mais déjà nous on ne le fait jamais en tant que psychiatre, on devrait le faire, c'est dans les recommandations de bonne pratique, mais on a du mal à s'y mettre. Pourtant mon mamie le balance dans mon box de consultation, mais j'ai encore du mal à faire monter les patients dessus. Donc déjà peser, mesurer, voir si le poids est en rapport avec la taille, si nos patients ne sont pas en surpoids, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, un petit bilan biologique, la thyroïde, les reins, cholestérol, glycémie, et un électrocardiogramme. Et ça, c'est vrai qu'on a de la chance quand on est à l'hôpital, si on a un doute sur l'électrocardiogramme, parce que moi, analyser un électrocardiogramme, ça va être assez difficile, mais je peux envoyer un collègue cardiologue en lui disant, écoute, j'ai un doute là, j'aimerais ton avis en urgence, et ça, c'est vrai que c'est un confort. Après, ça, c'est ma partie. Donc, on va faire une sorte de trouble bipolaire, c'est-à-dire, bon,
votre enfance, vous étiez comment, et l'adolescence, et puis la dépression, elle est arrivée à 25 ans, d'accord? Qu'est-ce qui s'était passé? Une rupture amoureuse, d'accord? On vous avait donné un médicament, oui. Et qu'est-ce qui vous avait fait ce médicament? Et est-ce que ça avait été efficace, pas efficace? Et après, quand est-ce que vous avez rechuté? Donc voilà, ça c'est important. L'histoire des traitements, évidemment. Si moi je ne fais pas l'histoire des traitements, j'aurais du mal à proposer des médicaments. Il faut vraiment que je connaisse quels ont été les médicaments à proposer, quels ont été les effets positifs, négatifs, les effets secondaires, etc. Les conduites suicidaires. Hein. Je vous rappelle que malheureusement, nos patients bipolaires payent un lourd tribut aux conduites suicidaires. Donc c'est important à rechercher, à évaluer. Les comorbidités psychiatriques. Ben, malheureusement, en plus, la règle en psychiatrie, c'est que quand on a un trouble mental, on a souvent des troubles associés. Et au premier plan, on va avoir des addictions. Donc on va avoir des patients qui se tournent vers l'alcool, mais assez spontanément. Hein. L'alcool, c'est un anxiolytique. Donc quand on est très très mal, on est chez soi, ben, on peut avoir recours à l'alcool pour se soulager. Les troubles anxieux. On retrouve beaucoup de troubles anxieux chez nos patients. Phobie, attaques de panique, agoraphobie, tout ça. Les conduites alimentaires, les problèmes somatiques, les antécédents familiaux, les hospitalisations et l'évaluation du fonctionnement. Les comorbidités, je fais juste un petit rappel, c'est très important parce que si on ne les recherche pas, le traitement régulateur d'humeur qu'on peut mettre en place a moins de chances de fonctionner. On sait bien qu'un patient qui continue à consommer de l'alcool, on peut lui mettre tous les traitements régulateurs de l'humeur, l'efficacité sera quand même moindre. L'évaluation sociale, l'évaluation neuropsychologique, et on va interroger nos patients sur on va leur faire remplir des autoquestionnaires. Voilà, les objectifs, c'est vraiment le diagnostic, faire des recommandations, chercher les facteurs favorisant les rechutes. Le bilan cognitif, c'est super important parce que c'est vraiment nos capacités de mémoire, d'attention, de concentration qui vont vraiment nous permettre de fonctionner au quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu professionnel ou familial et qu'on passe notre temps à entendre « oui, je te l'ai dit, t'as rien retenu », etc. Bon. On fait un état des lieux et puis bien sûr, la plupart des patients sont quand même très contents et très satisfaits de participer aussi à la recherche et de donner leur contribution. Une réévaluation tous les 6 mois, je vous l'ai dit. Voilà. Les plaintes des patients, c'est quoi leur demande finalement à eux? Parce que souvent c'est les médecins qui les envoient, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils me demandent à moi quand ils viennent me voir? Ils me disent, mais est-ce que je suis vraiment bipolaire? Je suis bipolaire, ok, je suis traitée, ok, mais je ne suis pas très bien. J'ai des effets secondaires. J'ai pris 10 kilos, voire 20 kilos. J'ai des problèmes de sommeil. Je suis très anxieux. J'arrive pas à fonctionner. J'arrive pas à tenir un travail. Avec ma femme, avec mon conjoint, ça se passe très mal. Et je ne retiens rien. Voilà vraiment les plaintes des patients. Donc, maintenant que je vous ai parlé du processus d'évaluation pour faire le diagnostic, je vous ai parlé aussi de psychoéducation. En fait, la psychoéducation, c'est vraiment recommandé pour la prise en charge de nos patients. Ça se fait sous forme de groupe. On prend une dizaine de patients, stabilisés, relativement stabilisés. Et l'idée, c'est vraiment que les patients bipolaires deviennent des experts de leur maladie. C'est-à-dire qu'ils puissent parler, avoir les choses très claires sur leurs troubles, sur qu'est-ce que c'est qu'un trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est un épisode maniaque, qu'est-ce que c'est une dépression, qu'est-ce qu'on peut faire surtout quand on sent les rechutes arriver. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir la rechute? La psychoéducation, c'est ça. C'est important que les patients soient éduqués, qu'ils puissent être presque à ma place pour vous parler de troubles bipolaires. Donc ça, c'est vraiment un programme. Donc on demande aux patients, ils ne peuvent pas intégrer en cours. Il faut qu'ils aillent à la première, à la 12e séance, parce qu'on va parler de généralité, d'hypomanie, de dépression, de vulnérabilité, de trouble bipolaire. Pourquoi est-ce que moi j'ai un trouble bipolaire et pas ma soeur? Ça c'est vraiment... Est-ce que je peux donner le trouble bipolaire à mes enfants? Je ne sais pas si je veux faire des enfants parce que je ne veux pas qu'ils vivent comme moi.
la détection des signes précoces, voilà. Les objectifs principaux de la psychoéducation, c'est prévenir la rechute, prévenir les conduites suicidaires, diminuer le nombre d'hospitalisations et améliorer le fonctionnement des patients. Alors, à l'époque où j'avais fait ce diaporama, nous avions un projet de faire un groupe de psychoéducation réservé aux familles. Et bien maintenant, c'est plus un projet puisqu'on a commencé depuis le mois de février. Voilà, donc on accueille 10 apparentés de patients. Donc, je crois qu'on a surtout une maman, les conjoints, et on a accepté un enfant qui est ado, sa maman est bipolaire, il a 16-17 ans, je crois. Donc c'est vraiment... l'idée, c'est d'essayer aussi de comprendre qu'est-ce qu'un trouble bipolaire, quels sont les petits signes précoces qu'on peut détecter et qu'est-ce qu'on peut faire, et comment est-ce qu'on peut être aidant sans être trop invasif, parce que souvent les patients vont aussi nous dire oui, alors n'importe quoi que je fasse, c'est du trouble bipolaire. Je me suis acheté un manteau, et bien voilà, on me dit ça y est, tu claques l'argent, c'est la manie qui commence. Donc voilà, c'est essayer aussi de donner des outils aux familles pour dire qu'est-ce qui est de l'ordre du normal, qu'est-ce qui est de l'ordre du signal d'alerte. Et donc voilà. Donc pour ce qui est de l'enjeu des centres experts, ça va être vraiment améliorer le diagnostic et le traitement des troubles bipolaires, réduire le délai avant l'instauration d'un traitement, proposer des soins efficaces. On a le traitement, mais évidemment la psychoéducation, informer, communiquer, faire de la recherche. Voilà. Et j'ai terminé ma présentation. Donc il nous reste 10 minutes, on a pu tenir le timing, hein, c'est bien, pour les dans les temps. D'accord. Donc on a pu tenir le timing, il nous reste 10 minutes, donc si vous avez des questions, je pense